Hello tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo du résumé du livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. On a fini la première partie du livre qui est Comment vous en êtes arrivé là. On passe donc à la deuxième, Comment accueillir à bras ouverts le moi qui déchire tout. L'auteur souligne que quand on est petit, on se fie beaucoup plus à son intuition, on se fiche du regard des autres et on profite pleinement du moment présent. Quand on grandit, on remplace son intuition par des croyances qui sont négatives et souvent fausses, donc la peur, la honte, les complexes, et ça nous rend malheureux. On écoute les avis des autres et on se prive de faire des choses qui nous donnent vraiment envie et de vivre une vie qui est authentique et alignée avec ce qu'on veut vraiment. C'est vrai qu'on accorde tous de l'importance au regard des autres et c'est quelque chose qui peut peser dans la vie quotidienne. Donc pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte de l'impact que le regard des autres a sur soi-même et de se demander comment on peut faire pour s'en détacher au maximum. L'amour de soi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui de base est simple et puissant, mais l'auteur dit qu'on le laisse de côté dès qu'on commence à absorber des informations qui viennent de l'extérieur. Il faut s'aimer assez pour remplacer la culpabilité, l'autocritique, le ressentiment par de la joie et de la gratitude. Et il faut aussi savoir se pardonner ses erreurs et ses défauts parce qu'on en a tous. D'après l'auteur, pour développer l'amour de soi, il faut savoir qu'on est extraordinaire. On est unique, personne ne sera jamais comme nous, et même si on fait la même chose que quelqu'un d'autre, ce sera jamais fait exactement de la même façon parce qu'on a tous notre propre vision des choses. C'est ça qui fait notre valeur ajoutée. Ensuite, elle dit qu'il faut utiliser des affirmations. Il faut entraîner son cerveau à penser différemment. En fonction de la situation, elle nous dit de trouver les affirmations qu'on a le plus besoin d'entendre et de se les répéter dès qu'on peut. En fonction de ce qui marche pour chacun, on peut soit juste se les répéter, les écrire sur des post-it, ou écrire son affirmation principale 10 fois le matin et 10 fois le soir, ou ça peut être une autre méthode, celle qui vous convient. L'auteur donne ensuite des exemples d'affirmations sur l'amour de soi. Je mérite et je reçois d'énormes quantités d'amour chaque jour, à chaque instant. Ou encore, je suis beau, je suis rayonnant, je suis intelligent. Il faut trouver bien sûr ses propres affirmations. Plus elles nous procureront d'émotions, plus elles seront puissantes et elles vont procurer en soi un changement positif. Au début, en se les répétant, on peut avoir l'impression de se mentir à soi-même, mais l'auteur dit que c'est tout le contraire. On vit actuellement dans le mensonge et nos affirmations nous rappellent la vérité. Il faut bien sûr pas dire n'importe quoi juste comme ça. Pour que ça fonctionne, il faut le ressentir, qu'on le veuille vraiment et que ça nous fasse de l'effet. Mon avis par rapport aux affirmations positives, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur les pensées positives. Plus on va s'entraîner à voir le bon côté des choses, à trouver des solutions, des opportunités, à voir les leçons qu'on peut apprendre, à se répéter aussi des phrases positives, et plus on va progresser et améliorer son quotidien. Personnellement, je me répète pas une affirmation 10 fois avant de dormir parce que je suis pas régulière et j'abandonne rapidement. C'est pas quelque chose qui me convient. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse, je vais me répéter des affirmations positives. Ça, c'est un problème, ça peut vite me stresser, me saouler. Je vais du coup énumérer plusieurs solutions. Et dès que j'ai réussi à résoudre le problème, je vais me répéter ce que j'ai fait de bien. Par exemple, j'ai su gérer mon stress alors que normalement j'ai plus de mal, j'ai su gérer mes émotions. Et pour les choses que j'ai pas aimées ou j'ai pas réussi, je vais me poser la question de comment je vais pouvoir améliorer la prochaine fois. Dans tous les cas, je reste positive en me disant c'est pas grave, la prochaine fois je gérerai mieux mon stress, je gérerai mieux mes émotions. Je me concentre sur le positif et sur les solutions au maximum. Bien sûr, encore une fois, je le répète beaucoup, mais on est tous humains. En théorie, c'est toujours plus facile qu'en pratique. Et il y a des fois où je sais pas gérer mes émotions, où je m'énerve, où j'arrive pas à prendre du recul. Mais si on s'entraîne le plus possible, petit à petit, ça va être beaucoup plus naturel. Donc ça m'arrive souvent de vivre mes émotions négatives d'abord avant de trouver une solution au problème. Ça, c'est mon exemple, mais bien sûr, il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Troisième point d'après l'auteur, pour développer l'amour de soi, il faut faire ce qu'on aime faire. Si on s'interdit des choses qu'on aime, par exemple de la nourriture ou des expériences, on peut pas être heureux et aligné avec soi-même. Il faut repérer les moments de sa vie où on s'oublie. Par exemple, si on a tendance à dire « Oh, j'adorais faire ça, mais j'ai pas le temps de le faire », il faut s'accorder du temps de le faire. L'auteur dit qu'on a tous nos priorités, nos préoccupations, on est tous occupés, mais il faut que profiter de la vie soit justement une de nos priorités. Après, bien sûr, ça dépend des responsabilités et de l'emploi du temps de chacun. Par exemple, on peut s'accorder un après-midi de libre pour voir un ami, s'acheter une paire de chaussures qui nous donne vraiment envie, ou tout ce qui peut nous faire du bien. Il faut prendre des initiatives pour se créer la vie qu'on veut plutôt que de vivre la seule vie qu'on croit possible. Si on a tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens, il faut inverser ses priorités. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est très important et ça rend plus heureux. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais très souvent passer les besoins des autres avant les miens. J'osais pas dire non parce que je voulais que les autres m'aiment bien, mais au final, souvent, je faisais des trucs que j'avais pas forcément envie de faire et c'est pas pour ça que les autres m'aimaient plus au final. Quand on arrive à se détacher de ça, c'est vrai que ça change énormément de choses. C'est très important de penser à soi et ça veut pas dire ne jamais rendre service, mais se respecter soi d'abord. Et il faut aussi faire attention à qui on rend service parce qu'il y en a certains qui en profitent. Si les gens s'éloignent de nous parce qu'on n'a pas fait quelque chose pour eux, au final, il vaut mieux ne pas les avoir dans sa vie. Depuis que je me concentre sur moi, sur mes valeurs, sur ce que j'aime faire en premier, je me sens beaucoup mieux et plus en accord avec moi-même. Je me respecte en osant beaucoup plus dire non quand j'ai pas envie. Et je me concentre aussi sur des personnes avec qui j'ai un vrai lien. Je me force plus avec des gens qui m'intéressent pas. Ça peut aussi inclure certains membres de ma famille. Je me force pas sous prétexte qu'ils sont de ma famille parce que pour moi, si on n'a pas de lien, ça a aucun intérêt. Et en tout cas, personnellement, je me sens beaucoup mieux comme ça. Quatrième point pour développer l'amour de soi, remplacer ses pensées critiques.
C'est vrai qu'on a tellement l'habitude pour beaucoup de s'autocritiquer qu'on a l'impression que ce qu'on se dit c'est la vérité et la seule vérité. Il faut prendre conscience de ces schémas de pensée et de ces comportements pour pouvoir les modifier. L'auteur dit qu'on peut se demander par exemple, qu'est-ce qui me passe par la tête quand je me regarde dans un miroir? Qu'est-ce qui se passe quand je vois quelqu'un réussir dans un domaine que j'adore mais dans lequel j'ai jamais réussi à me lancer? Qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de mon mieux mais que j'échoue? En gros, elle dit que le but c'est d'identifier ce qui se passe dans sa tête dans les moments où on se déteste le plus et de remplacer par une nouvelle réponse plus appropriée. Par exemple, pour la première phrase, donc qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je me regarde dans le miroir, on peut se dire de base je m'aime pas, j'ai des boutons, j'ai un gros nez, j'ai ci, j'ai ça, et à la place on peut remplacer en faisant l'effort de trouver toutes les choses qu'on aime chez soi. Pour la deuxième, quand on voit quelqu'un réussir dans un domaine qu'on adore mais qu'on n'ose pas explorer, par exemple on peut se dire qu'on est jaloux, on est envieux, on se dit que de toute façon la personne elle a de la chance, que de toute façon on a trop de choses à faire donc on pourrait pas faire comme elle. Dès qu'on a conscience qu'on se répète ça, on peut remplacer par autre chose. Donc se dire par exemple, bon, il faut que je trouve du temps pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, je vais commencer par faire des recherches sur le sujet, je vais planifier 1 heure par jour consacrée à mon projet, ou par exemple 4 heures tous les week-ends. Voilà, après ça c'est des exemples. Et pour la troisième, donc qu'est-ce qui se passe quand je fais de mon mieux mais qu'au final j'échoue? Nos premières pensées ça peut être qu'on se sent nul, qu'on se sent incapable, et à la place on peut se demander qu'est-ce qu'on a appris de cet échec, comment je peux améliorer pour faire mieux la prochaine fois ou du moins faire différemment, qu'est-ce que je vais modifier, etc. C'est hyper important de comprendre que la version actuelle de soi-même, ça n'a pas à être la version définitive si on n'en a pas envie. C'est vraiment dommage de rester accroché aux jugements qu'on a sur soi, il vaut mieux décider de les remplacer par des mots plus indulgents et positifs. C'est vrai que se remettre en question c'est positif, et moi personnellement je le fais régulièrement, c'est hyper important, mais si on est toujours là à s'autocritiquer, au final c'est contre-productif. Quand je remarque un comportement que j'aime pas chez moi, par exemple je me rends compte que j'ai été très dure dans mes propos avec quelqu'un, je vais me demander pourquoi j'ai réagi comme ça et comment je peux faire pour que ce soit différent la prochaine fois. Avant j'étais super dure avec moi-même et je m'autocritiquais constamment en me disant pourquoi j'ai fait ça, franchement c'est pas cool, je suis nulle par exemple. Je suis beaucoup moins dure avec moi-même qu'avant parce que je me rends compte que ça m'entraînait dans une spirale négative. Au final, de me répéter ça en boucle, ça va pas m'apporter du positif. Ça m'arrive toujours bien sûr de m'autocritiquer, mais j'entraîne mon cerveau le plus possible. De toute façon c'est comme tout, plus on essaye, plus on va progresser. Il faut savoir être patient. 5e point pour développer l'amour de soi selon l'auteur, il faut supprimer l'autodérision constante. L'autodérision ça peut être drôle, c'est bien de savoir rire de soi-même, mais se critiquer constamment, même sur le ton de l'humour, ça peut être vite lassant. L'auteur dit que faire ça c'est comme si on suppliait les gens autour de nous trouver nuls, en plus de se supplier soi-même. Ce qu'on se répète sur nous à longueur de journée a beaucoup plus d'influence qu'on le croit. Faire des blagues sur soi-même qui paraissent drôles, ça peut devenir des croyances destructrices avec le temps. Elle dit, je cite, nos pensées deviennent nos mots deviennent notre credo, donc nos opinions, nos credos deviennent nos actes deviennent nos habitudes, et nos habitudes deviennent notre réalité. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit, c'est important de pouvoir rire de soi, d'avoir de l'autodérision, mais il faut pas tomber dans l'extrême. Avant je le faisais beaucoup, et en fait c'est parce que je me disais que je préférais me critiquer moi-même plutôt que les autres me critiquent. Et au final, si les autres me critiquaient, j'avais l'impression que ça me toucherait moins parce que je l'avais fait avant. Si on le fait souvent, on va se dévaloriser, et comme elle dit, les mots ça devient notre réalité, et ça a un impact sur notre confiance et notre estime de soi qui sont vraiment très importantes. Comme je l'ai dit, pour moi, on peut garder de l'autodérision, mais il faut faire attention de pas se rabaisser en permanence. 6e point, faire entrer l'amour. L'auteur dit qu'il faut accepter quand quelqu'un nous fait un compliment, plutôt que dire « oh mais non c'est faux » ou « oui mais non 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 ». Savoir juste accepter et dire merci. Perso avant j'avais beaucoup de mal à accepter les compliments, et si quelqu'un m'en faisait un, je lui en faisais un automatiquement en retour, comme si je me sentais pas légitime de recevoir un compliment. Et en plus si j'étais mal à l'aise, je manquais de confiance et je voulais pas que l'attention reste sur moi, donc je le rendais. Mais comme elle dit, c'est important de savoir accepter les compliments et de reconnaître sa valeur pour améliorer sa confiance et son estime de soi. C'est vrai que c'est plus facile de voir chez les autres plutôt que chez soi les choses bien et les qualités. L'auteur dit que c'est aussi important de prendre soin de son corps, lui dire des choses gentilles, l'habiller bien, le sortir, le bouger, l'hydrater, faire attention à lui. Elle dit que plus notre corps se sent bien, plus on va se sentir heureux et productif. Bien sûr pour moi, le corps et l'esprit vont ensemble. Point numéro 7, ne pas se comparer aux autres. L'auteur dit, je cite, « La comparaison est le moyen le plus sûr d'ôter tout le sel de la vie. Ce qui compte c'est de s'amuser, de prendre du plaisir à créer et à faire les choses. Se comparer ça ne nous rend pas service, on est tous uniques, tous différents et au final tant mieux. » 8e point, se pardonner, pour elle c'est un conseil essentiel. On a tous déjà fait des erreurs et on en fera d'autres, il faut s'y faire. S'autocritiquer et culpabiliser en permanence, ça nous apportera rien. L'auteur dit, vous n'êtes pas meilleur parce que vous ressentez de la culpabilité, seulement plus triste. Elle dit aussi que la culpabilité, la honte et l'autocritique sont des sentiments destructeurs. A l'inverse, se pardonner à soi-même fait partie des sentiments les plus puissants. Pour moins culpabiliser, elle nous dit de penser à quelque chose qui nous fait beaucoup culpabiliser, de le ressentir et de se répéter cette phrase. S'accrocher à mon malaise ne fait que me blesser, moi et les autres, et m'empêche de profiter pleinement de la vie. Je suis quelqu'un de génial, je choisis de profiter de la vie, je choisis de mettre ça derrière moi.
Elle conseille de se répéter ces phrases jusqu'à ce qu'on se sente plus libre et plus léger. Ça peut prendre des jours, des semaines ou arriver tout de suite, mais le plus important c'est de se laisser le temps. Et elle dit que si besoin, on peut présenter des excuses à quelqu'un. Personnellement, la culpabilité c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup et que j'ai du mal à travailler. C'est un sentiment que j'aime pas forcément mais que je ressens quand même souvent. Je vais avoir tendance à me juger parce que par exemple je vais pas être assez productive ou parce que j'ai fait quelque chose que je considère comme étant mal. Donc je vais beaucoup ressasser le problème et j'ai du mal à passer à autre chose. Culpabiliser ça peut être aussi positif puisque ça permet de se rendre compte qu'on a fait quelque chose qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Par exemple, si on dit quelque chose de méchant à quelqu'un, on peut culpabiliser et au final on va arranger la situation. Mais au final ça nous sert pas quand la culpabilité dure longtemps et qu'on ressasse beaucoup. J'arrive quand même de plus en plus à surmonter la culpabilité en me concentrant, comme j'ai dit un peu plus tôt, sur les aspects positifs ou les leçons que je peux tirer d'une situation. Voilà pour cette partie 3 qui était beaucoup axée sur l'amour de soi. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour résumer la suite du livre. Ciao!